360 Learning, c'est cette plateforme de formation qui permet de créer des cours. Un cours, ça va être une succession d'activités. Par exemple, une fiche avec des textes, des images, des vidéos, aussi des questions à poser à tes apprenants. Et nous, on va te permettre en fait de créer un cours complet, soit à partir d'un document, soit plus simplement à partir d'un titre. On va te générer tout ce cours en moins de 1 minute. Dans chaque instruction à ChatGPT, on va envoyer ce contexte en plus des instructions. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle génération augmentée. Le RAG. Voilà, le fameux RAG, Retrieval Augmented Generation. Aujourd'hui, je reçois Marie qui est Machine Learning Engineer chez 360 Learning, la plateforme qui permet aux entreprises de créer des formations et de piloter leur suivi par leurs collaborateurs. Marie va nous parler d'un projet GenAI, notamment sur lequel ils ont travaillé, donc GenAI IA générative pour ceux qui ne l'ont toujours pas, et qui tourne actuellement en production sur la plateforme. Donc c'est un outil qui permet aux entreprises clientes de créer des formations super rapidement. Marie va nous en dire un peu plus. Hello Marie, ça va ? Salut Robin, très bien, merci de me recevoir aujourd'hui. Bah écoute, avec plaisir. Je suis ravi de te recevoir pour parler de ce sujet GenAI. Je pense que l'audience commence à s'en rendre compte. Ça fait partie d'une initiative de couvrir un peu plus ce sujet, mais de la manière la plus concrète possible. Donc je serais très cool d'en parler avec toi dans le cadre d'un projet qui est en production live. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur 360 Learning, s'il te plaît ? Tout à fait. Donc 360 Learning, c'est en fait une plateforme de formation pour les entreprises qui est basée sur l'apprentissage collaboratif. Et donc en fait, la plateforme va permettre aux équipes formation des entreprises, mais aussi aux experts métiers au sein de ces entreprises de créer des cours, par exemple pour intégrer des nouveaux collaborateurs, former aux techniques de vente, développer du leadership, permettre la mobilité. Donc 360 Learning, ça a été fondé en 2013. On accompagne aujourd'hui près de 2000 clients. On a 400 salariés à la fois en France, aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne. On a levé 240 millions depuis 2013. Et donc, on a à peu près 80 ingénieurs logiciels, dont 2 machine learning engineers dont je fais partie. Comment tu t'es retrouvé, toi, machine learning engineer chez 360 Learning ? Bonne question. Donc, j'ai eu un parcours un peu classique, classe préparatoire, école d'ingénieur. Ensuite, j'ai fait un master en recherche opérationnelle. C'est donc des mathématiques appliquées à l'optimisation dans la baie de San Francisco à l'université de Berkeley. Et après, j'ai eu la chance de travailler pendant presque 6 ans donc dans la baie de San Francisco, la Silicon Valley. Première expérience en tant que data scientist chez Lyft, qui est le concurrent de Uber aux États-Unis. Et ensuite, très gros d'ailleurs. On connaît beaucoup moins, mais il est quand même. C'est assez gros aux États-Unis. C'est un gros concurrent. C'est pas tout à fait 50-50, ça varie, je pense, pas mal depuis que je suis partie, mais c'est assez gros. Et ensuite, deuxième expérience au sein de Netflix, là qu'on présente un petit peu moins. Pareil, toujours en tant que data scientist. Et puis, il y a à peu près 2 ans, j'ai décidé de rentrer en France. Et depuis près d'1 an et demi, je suis donc machine learning engineer chez 360 Learning. Et peut-être, avant qu'on passe à la suite, tu peux nous parler un peu de ton passage aux États-Unis, peut-être ce qui t'a le plus marqué là-bas, et notamment dans le marché de la data. Spécifiquement, parce que je suppose qu'après, genre, juste culturellement, il y a toujours plein d'autres choses qui t'ont marqué. Oui, il y a plein de choses. Et peut-être, je sais pas s'il y a des choses, même en revenant en France, où tu t'es dit, où tu as pu conscientiser un peu des différences dans le marché. Je pense qu'aux États-Unis, j'ai eu la chance de travailler dans 2 grosses entreprises très orientées data-driven, comme on dit. Il y a des énormes équipes data. On était près de 200 ou 200 data scientists chez Lyft et Netflix. Ils collectent beaucoup de données. Et en fait, le cœur de l'entreprise, de son fonctionnement, c'est vraiment basé sur la donnée. Lyft, c'est vraiment que ça, de la prédiction un peu partout. Et donc, c'est une culture très dynamique, très enthousiaste. C'est vrai que les Américains, ils sont vraiment toujours très enthousiastes, très positifs, et c'est assez chouette. Et en rentrant en France, j'ai souhaité découvrir une entreprise un peu plus petite. Pour certains, c'est un peu gros, mais pour moi, on n'est que 2 machine learning engineers, donc c'est aussi un aspect très différent où il y a un peu plus à construire et je trouve que c'est assez motivant. Et j'étais plutôt ravie de découvrir une équipe tech très dynamique, rigoureuse, innovante. Voilà, et moi je pense que on a un écosystème en France assez dynamique, on n'a pas forcément à rougir. Parfois on me dit tu sais, c'est pas comme Netflix, mais moi je pense que il y a pas de complexe à avoir et on a des excellents ingénieurs et soyons ambitieux, voilà. OK. Et alors aujourd'hui, tu vas nous parler donc d'un projet justement GenAI que vous avez mené chez 360 Learning. Est-ce que peut-être tu peux nous expliquer ce que fait la solution un peu plus en détail pour qu'on se projette? Tout à fait. Donc, je disais, 360 Learning, c'est cette plateforme de formation qui permet de créer des cours. Donc, on a un outil auteur sur lequel tu peux créer un cours. Un cours, ça va être une succession d'activités. Par exemple, une fiche avec des textes, des images, des vidéos, aussi des questions à poser à tes apprenants. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle générative, elle va assez naturellement s'intégrer à cet outil auteur. Et nous, on va te permettre, en fait, de créer un cours complet. Donc, avec ces différentes activités, soit à partir d'un document, par exemple, un PDF, un PowerPoint avec des connaissances que tu veux diffuser à tes apprenants,
soit plus simplement à partir d'un titre et les objectifs du cours, une audience. Et donc là, on va te générer tout ce cours en moins de 1 minute. Donc c'est un petit peu la fonctionnalité qu'on a essayé de développer. Voilà. Donc en fait, c'est très cœur business, parce que vous, votre business, c'est de mettre à disposition une plateforme pour que des utilisateurs historiquement créent from scratch leur formation, et puis on a probablement encore qui le font comme ça. Et là, la fonctionnalité, c'est vraiment maintenant, à partir soit d'un document, il te fait une proposition complète d'un cours presque prêt à l'emploi, ou soit en allant encore plus loin, une autre fonctionnalité où là, c'est juste, tu rentres le titre de la formation et tu as une formation de qualité. Ok, super intéressant. On va rentrer un peu plus dans le détail. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, un peu quelles ont été les phases de ce projet? Alors, on a commencé à réfléchir à l'utilisation de l'IA générative à l'été 2022. Donc, en fait, avant ChatGPT, qui est lui sorti plutôt en décembre 2022. Et donc là, on a un petit peu regardé comment on pouvait aider nos auteurs dans la création de contenu. Donc, on a mené quelques interviews avec nos utilisateurs et on a identifié qu'en fait, c'était la création de questions. Donc, les questions qui permettent de tester, en fait, les connaissances des apprenants lorsqu'ils suivent le cours, qui était une tâche un peu fastidieuse, parce qu'il faut trouver l'énoncé de la question, les bonnes réponses, les mauvaises réponses, mais pourtant c'est assez clé pour être sûr que ton cours il reste très interactif. Et donc c'est là qu'on a commencé par la génération de questions. Donc en fait, que fait notre fonctionnalité? Elle va prendre le contenu texte de ton cours que tu es en train d'écrire, et nous, on va te proposer à partir de ce contenu des questions de différents types, vrai, faux, choix multiples, à partir de ce contenu avec des bonnes réponses et des mauvaises réponses. Et en tant qu'auteur, tu peux décider de les ajouter ou non au cours. C'est excellent de voir qu'en fait, c'est pas forcément l'entrée évidente par rapport au produit que tu m'évoques après. Mais donc, ouais, on le voit bien, ces questions, c'est un peu les petits quiz que tu as à la fin de chaque module quand tu fais, pour ceux qui ont déjà fait des cours en ligne. Mais en fait, c'était une utilisation un peu plus simple. Voilà, il n'y avait pas encore ChatGPT, donc maintenant, ça nous paraît évident avec ChatGPT, mais c'était pas encore aussi démocratisé. Et c'était une utilisation simple, mais assez importante pour les auteurs. Voilà. D'un point de vue technique, en 2 mots, ça ressemble à quoi? Du coup, si c'était quand même avec les modèles de ChatGPT ou vous étiez parti sur autre chose à l'époque? Donc au début, on était parti, vu qu'il n'y avait pas ChatGPT, c'est vrai que j'avais pris des modèles open source qu'on peut trouver sur une plateforme comme Hugging Face, par exemple, et que j'avais un petit peu combiné pour faire en sorte qu'il me retourne des questions et la bonne réponse. Et puis ensuite, il y a eu ChatGPT, et là, c'est vrai que ça offre beaucoup plus de flexibilité, de capacité. Et donc là, on a rapidement transitionné vers ChatGPT. Alors techniquement, finalement, c'est relativement simple du côté machine learning à proprement parler, parce que c'est un appel à ChatGPT, on lui envoie le contenu du cours, on lui dit « génère-moi des questions », on retourne des questions, on envoie. Là où je pense que ça a été un petit peu plus difficile, c'était premier aspect, l'intégration de produit, comment on présente ces questions, comment on fait en sorte que l'auteur puisse continuer à les modifier, que ça prenne pas trop de temps à apparaître pour lui. Et aussi la mise en place de l'architecture technique, parce que c'est la première fois qu'on avait un petit peu ces appels machine learning. Donc on a développé un microservice qui communique à la fois avec ChatGPT d'un côté et avec la plateforme principale pour retourner les questions qu'on peut ensuite afficher à l'utilisateur. Je pense qu'on pourra rentrer un petit peu plus dans les challenges, mais sur la totalité de la solution à la fin. Attends, je te propose peut-être qu'on avance sur la phase suivante. Donc, la deuxième fonctionnalité, donc là un peu plus complexe qu'on a commencé à développer, c'était à partir du printemps 2023, donc l'année dernière. Et donc là, la fonctionnalité, comme je disais, ça va permettre de créer un cours complet à partir d'un document. Donc un PDF, un PowerPoint. Donc comme je disais, en fait, il y a des équipes formation qui peuvent créer des cours sur la plateforme, mais il y a aussi des experts métiers qui sont experts dans un domaine, mais qui n'ont pas forcément le temps de créer un cours, qui connaissent pas forcément les objectifs et la manière de formater ton cours. Et donc nous, on va te permettre de prendre ce document, qui peut être assez long, une 50aine de pages, et d'en faire un cours complet. Alors qu'est-ce que c'est un cours complet? Ça va être donc le résumé du cours pour présenter le contenu du cours aux apprenants. Ça va être différentes fiches, des images pour illustrer le cours, des questions. Donc on réutilise finalement la fonctionnalité précédente qui s'intègre bien dans cette fonctionnalité et les points clés à retenir. Ouais, parce qu'il faut imaginer que l'utilisateur, ça peut être juste un marketeur de l'entreprise à qui on dit est-ce que tu peux nous faire une formation en interne, peut-être pour soit carrément pour le reste de l'entreprise pour qu'ils découvrent le marketing, ou soit pour les autres marketeurs parce que tu es un marketeur, on va dire, d'élite dans l'entreprise, mais t'es pas un expert de la formation. Donc en fait, en plus, là, ça va t'aider à rentrer un petit peu dans les cases de qu'est-ce qu'il faut faire pour faire une bonne formation, voilà, etc. C'est ça. C'est vraiment décentraliser la formation au sein des entreprises. Si on continue à tirer un peu le fil d'un point de vue utilisation de ChatGPT, encore une fois, sans forcément rentrer trop dans la technique, mais comment ça s'est passé? Donc là, effectivement, c'est un peu plus compliqué parce que les questions, c'était en gros un appel à ChatGPT qui nous retournait les questions. Et là, en fait, le défi, ça va être de rester fidèle à un document d'entrée qui peut être très long. On peut y mettre une 50aine de pages, ça va être plusieurs dizaines de milliers de mots, et donc ça va pas rentrer en un seul prompt à ChatGPT. Et donc là, il va y avoir un petit peu des défis autour de je découpe mon document, je vais résumer chaque partie de document, et ensuite, à partir de là, je vais lui dire
génère-moi un plan de cours. Et à partir de ce plan de cours, ensuite, pour chaque partie, générer chaque sous-partie et aller rechercher dans le document d'entrée quelle partie se rapportait à quelle autre partie. Donc, en fait, in fine, c'est une dizaine d'appels à ChatGPT, différentes méthodes. Entre parenthèses, c'est plutôt mon collègue Benoît Le Tournel qui a bossé sur cette fonctionnalité, mais je la présente quand même. Et donc, ça pose des problèmes en termes de si ça échoue, d'où ça vient. Donc, ça nous a obligés à être beaucoup plus rigoureux en termes d'observabilité, comprendre les sources d'échecs, comprendre le temps de latence, les coûts qui étaient générés. Et là-dessus, peut-être, sur Zoom 2 secondes, vous avez mis quoi en place? Je crois que tu m'avais parlé de Datadog notamment. Donc là, vous avez mis en place des tableaux de bord qui vont plus loin dans le monitoring de la solution, quoi. C'est ça, tout à fait. Vraiment, on essaie d'enregistrer chaque appel à ChatGPT, combien de temps ça a pris, pourquoi ça a échoué, les sources d'échecs et tout ça, pour avoir un petit peu un tracé total, parce que on fait une requête et là, il y a une quinzaine de requêtes à ChatGPT et faut identifier pourquoi ça n'a pas marché parfois. Voilà. Et quand tu dis ça n'a pas marché, c'est juste toi aussi qualitativement qui vois le résultat et qui dit non, là c'est pas pertinent. Il faut savoir d'où ça vient, ou c'est un appel qui a cassé, ou c'est quelque chose de plus technique qui a cassé? Alors, il y a un peu les deux. Là, c'est vrai que Datadog, c'est principalement technique, comprendre qu'est-ce qui a cassé. Parfois, ça va être un problème de notre code, un problème peut-être avec les instances qui sont un peu moins disponibles à ce moment-là, ce genre de choses. Et après, effectivement, on essaie aussi de garder en log un petit peu ce qu'on envoie pour avoir une analyse plus qualitative. Mais ça, on va le faire différemment parce qu'on va vraiment enregistrer dans des tables. Par exemple, on utilise Snowflake et qui vont être un peu plus persistantes, où ensuite on pourra aller regarder ce qui a été généré et évaluer la qualité de ce contenu. Donc, il y a vraiment deux aspects techniques, vraiment est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, et la qualité du contenu qu'on génère. Ok. Et du coup, on arrive sur la troisième étape. Voilà, sur laquelle je travaille un peu plus. Et donc, on est en train de rendre disponible pour les entreprises. Et donc là, on est toujours dans cet outil auteur et ça ressemble un peu à la fonctionnalité à partir du document. On va générer un cours complet, mais cette fois-ci, en entrée utilisateur, on aura davantage, donc plutôt un titre, le titre du cours, les objectifs du cours, je veux que mes apprenants apprennent telle et telle chose, et l'audience cible du cours. Et à partir de là, on va te générer le cours en entier. Donc pareil, une quinzaine d'appels ChatGPT. Et là où ça va être différent, c'est que dans la fonctionnalité du document, on essaie vraiment de rester fidèle au document d'entrée. Donc on avait une sorte de trame un petit peu à suivre, ce qui est pas simple, mais ce qu'on essayait de faire. Et là, c'est un petit peu plus ouvert. Et donc le défi, ça va être de proposer un contenu qui reste personnalisé à l'entreprise, en fait. Et donc aller un peu plus loin que juste ChatGPT. Donc si je veux prendre un exemple, imaginons toi, Robin, ta plateforme. Et tes cours, c'est par exemple les transcrits des différents podcasts que tu as fait. Là, tu veux créer un nouveau cours sur l'IA générative, les cas d'usage de l'IA générative, tu vois. Bon, si tu demandais tout simplement à ChatGPT, il te sortirait quelque chose un peu bateau qu'il a trouvé, peut-être si c'est sur ses données d'entraînement. Là, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va essayer d'aller chercher, par exemple, on va rentrer, comme si on rentrait le mot IA générative dans ta barre de recherche, et on va trouver tous les podcasts qui mentionnent l'IA générative, chez Doctrine, ton interview avec Mick Levy, je ne sais trop. Et là, on va pouvoir te ressortir, en fait, les cas d'usage concrets à partir des podcasts que tu as générés. Donc, c'est ça qui devient intéressant pour pouvoir développer une fonctionnalité que les auteurs peuvent utiliser. Donc là, son exemple, voilà, mais ça peut être, par exemple, un logiciel très précis d'une entreprise. Alors, il n'y a pas forcément le cours qui existe exactement, mais on peut trouver des briques dans d'autres cours qui existent sur cette plateforme. C'est en silo, on partage pas les données entre entreprises, mais spécifiques à cette plateforme qui peuvent se rapporter, qui peuvent donner du contexte. Et en fait, nous, à chaque fois, dans chaque instruction à ChatGPT, on va envoyer ce contexte en plus des instructions. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle génération augmentée. Le RAG. Voilà, le fameux RAG, Reachable Augmented Generation. Mais pour le démystifier, c'est vraiment en fait aller chercher ce contenu et ensuite l'envoyer à ChatGPT pour le guider dans sa génération et être sûr que ce soit pas complètement hors sujet ou pire, totalement faux. Et donc là, l'idée, c'est de le reconnecter, vous, dans votre cas, à toute la panoplie de formations qui existe déjà pour un client donné. Et donc, probablement que c'est plutôt les formations en lien avec le thème abordé dans le titre qui vont permettre de, le plus de guider ses réponses. Mais quand même, la totalité de ce catalogue va permettre de le guider, quoi. Voilà, ça permet de le guider. Donc, il n'y a pas forcément exactement cette formation qui existe, mais on peut trouver des briques d'informations qui s'y rapportent et qui vont l'aider à générer du contenu. Ce qui est marrant, c'est que c'est quand même presque, d'une certaine manière, vous lui donnez du coup des documents. C'est juste que plutôt que le document soit donné par l'utilisateur dans le cadre d'un prompt, entre guillemets, enfin d'un appel, là, il est connecté directement, finalement, en dessous, grâce au RAG, à plein d'autres documents qui existent déjà. Ça a rajouté encore une nouvelle forme de complexité. Je suppose, il y a ce côté RAG. Je sais pas à quel point c'est compliqué à mettre en place. Alors, on a essayé de réutiliser des briques existantes. Donc, il y a ce microservice qui existe déjà, toute une série d'appels. Donc, on a à partir de la fonctionnalité du document. Là, on utilise un petit peu, en fait, la barre de recherche qu'on avait mise en place, tout simplement. On fait une requête à Elasticsearch qui va chercher ces documents.
Alors, il y a des versions un peu plus avancées de RAG qu'on peut faire. Là, en fait, on fait vraiment une recherche qu'on appellera par mots-clés. Si je fais un cours sur l'IA générative, il va chercher mot pour mot des documents où il y a IA générative qui apparaît. On pourrait potentiellement lui dire, va aussi chercher des contenus reliés au machine learning, à l'analyse de données, donc par une recherche plus sémantique, mais qu'on n'a pas encore mise en place. Donc, à voir si ça peut être utile. Souvent, les meilleures approches combinent à la fois la recherche par mots-clés et la recherche sémantique, donc dans une recherche un peu hybride, que nous, on n'a pas encore, mais qu'on essaie d'explorer, parce que ça demande un peu plus de travail à mettre en place. Donc, c'est un peu ça. Toujours beaucoup de prompt engineering, comme on appelle. Rephraser les instructions qu'on donne à ChatGPT pour s'assurer qu'il utilise bien ce contexte, parce que parfois il est très pertinent, parfois il est un peu moins, donc faut un petit peu s'assurer qu'il l'utilise comme on veut. Ah oui, donc le RAG, en fait, il va pas regarder à chaque fois, en même temps ce serait un peu absurde en termes de gestion des ressources, mais à chaque fois la totalité des formations, il fait un appel à Elasticsearch qui est déjà votre barre de recherche, en fait, et grâce aux mots-clés qu'il apparaissent dans le titre, Elasticsearch va lui sortir les documents le pertinents. Donc en fait, il va personnaliser sa réponse par rapport peut-être à une dizaine, vingtaine ou à un nombre de documents très spécifiques. Après, on pourrait imaginer que pour chaque sous-partie, il y ait des documents un peu différents, qu'on les réorganise, qu'on en prenne plein au début et qu'ensuite qu'on les réordonne. Enfin, il y a plein de manières d'améliorer ça. On est parti sur une solution plutôt simple pour commencer. On va voir ce que ça donne et ensuite itérer. Juste avant qu'on passe sur la partie plus challenge, donc de la totalité de ce projet-là, je suis curieux qu'on parle un petit peu de l'évolution du métier de machine learning engineer, parce que, tu vois, attendant de parler, on voit bien qu'on n'est plus trop dans l'axe modélisation, parce que là, on est sur de l'appel à ChatGPT. Donc finalement, il y a presque plus un côté data engineering, de faire connecter les problématiques ensemble. Et puis une grosse expertise, je pense, sur ce dont tu parlais, quoi, le prompt engineering, comprendre pourquoi ça marche pas. Et là, on est presque sur... je sais pas, ce nouveau métier qu'on appelle prompt engineer. Alors, comment toi tu le vis? Comment tu le ressens? Et peut-être aussi, est-ce que tu peux compléter par rapport à ce que je viens de dire? Parce que peut-être que j'ai oublié des éléments, quoi. Non, mais c'est une bonne question que je me pose aussi un peu tous les jours. Parce que c'est vrai, quand j'ai commencé chez 360 Learning, il n'y avait pas de ChatGPT. Et aujourd'hui, au quotidien, finalement, mon rôle, c'est de gérer des appels à ChatGPT. Alors, au début, je me suis posé quelques questions, j'ai eu quelques doutes. Je me suis dit, mince, si ChatGPT peut tout faire, moi, à quoi je vais servir? J'ai plus besoin vraiment de réentraîner un modèle ou quoi que ce soit. C'est déjà tout fait. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est ce dont on a parlé en fait sur ces techniques un petit peu plus complexes. Alors c'est accessible à tout le monde, mais comment je peux combiner des appels, comment je peux combiner des approches pour faire en sorte que ça marche, comment je peux utiliser ma compréhension de l'entraînement de ChatGPT pour comprendre pourquoi parfois ça va pas marcher, comment essayer de changer les prompts, bon même si ça reste toujours un petit peu compliqué à décrypter. Mais voilà, donc c'est vrai qu'il y a un côté un peu prompt engineering, un côté software engineering comme tu dis, parce que maintenant c'est la gestion de ce microservice, gérer différents appels API externes. Donc c'est différent, mais j'espère tout du moins que j'apporte toujours une valeur ajoutée en essayant de comprendre un peu le fonctionnement de ces modèles et comment on peut astucieusement combiner différentes approches. Oui, c'est évident, mais de toute façon, le fait que vous ayez délivré cette solution, c'est Voilà. la preuve que tu apportes de la valeur. J'espère. Et c'est juste que le rôle évolue. Mais c'est intéressant aussi, voilà. Et si on revient du coup un petit peu sur donc le projet globalement, tu as déjà évoqué quelques challenges, notamment sur l'expérience utilisateur, le fait d'intégrer ça dans le produit, sur le fait de devoir personnaliser, etc. Est-ce que tu en as d'autres qui te viennent un peu, peut-être les 2-3 challenges principaux maintenant que tu as du recul sur ce projet? Effectivement, il y a tout cet aspect produit. Je pense que ce qui est intéressant, c'est que moi, je présente le point de vue machine learning, mais derrière, il y a vraiment un gros travail produit ou comment on le présente aux utilisateurs pour qu'ils restent maîtres du contenu. C'est vrai que une fois qu'on a généré le cours, ils peuvent continuer à l'éditer. Comment on gère des temps de latence, c'est long aussi. Alors 1 minute pour générer un cours, ça paraît pas très long, mais dans les faits, quand tu es sur la plateforme, attendre 30 secondes, 1 minute, ça peut prendre un peu de temps. Donc comment on découple des appels, comment on a des stratégies un peu d'envoyer un email quand c'est prêt, ce genre de choses. Donc ça, c'est tout un défi à faire, donc un gros travail de product design. Et le deuxième défi, alors on en a un petit peu parlé, c'est plus sur l'évaluation qualitative du contenu qui est généré. Et en fait, comment je sais, moi, que ma question, elle est pertinente? Comment je sais que mon cours, il est pas complètement hors sujet, qu'il est pas complètement faux, qu'il est fidèle au document? Et ça, c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas des métriques précises. Je suis pas en train de prédire un nombre très précis où je peux dire, 4, c'est mieux que 3. Là, c'est moins clair.
Et donc, alors la stratégie qu'on a adoptée jusqu'à présent, elle est assez manuelle, c'est-à-dire que moi, je vais itérer par exemple sur un prompt, sur une stratégie de recherche, et je vais générer par exemple des plans de cours. Et je vais demander à des gens de mon équipe de me dire, bah là, ce plan de cours, il est pertinent, ou là, il est pas pertinent, et on va itérer un petit peu comme ça. Donc, c'est un petit peu manuel, et on essaie de, ce qui, je pense, est un petit peu nécessaire dans toute mise en place d'une solution d'IA générative à présent. Alors, on essaie d'itérer et d'utiliser des méthodes un peu plus automatiques où en fait on va carrément pouvoir utiliser d'autres modèles de langage, par exemple ChatGPT ou GPT-4. Donc le modèle va évaluer lui-même le contenu que j'ai généré ou qu'il a généré sur un autre appel et me dire bah ça respecte les instructions, ça respecte pas les instructions. Et comme ça avoir un petit peu des métriques via d'autres modèles. Et comme ça, une fois que tu as des métriques, tu peux itérer beaucoup plus facilement parce qu'à chaque fois à la main, c'est vrai que ça prend un peu plus de temps. Mais c'est moins fiable, voilà, c'est toujours un peu subjectif aussi. Qu'est-ce que c'est un bon cours, qu'est-ce que c'est un mauvais cours, c'est pas toujours évident. Mais on peut utiliser ces modèles pour déjà nous donner une première idée de est-ce que c'est un peu mieux, est-ce que c'est un peu moins bien, et à partir de là, avoir une direction dans laquelle évoluer. Ouais, c'est marrant. Tu as créé un GPT qui analyse la qualité de ce qu'un autre GPT a. Alors après, il y a plein de discussions parce qu'apparemment, GPT évalue plus favorablement du contenu que GPT a créé plutôt que Claude et vice-versa. Non, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est ça, c'est rigolo comme analyse. Voilà, donc si tu utilises Claude, tu auras peut-être des métriques un peu plus faibles si le contenu était généré par GPT. Claude, c'est lequel ? C'est celui de Anthropic. Et d'ailleurs, ça, on n'en a pas trop parlé. J'ai l'impression que c'est la course à la création des LLM. Est-ce que vous, c'est une réflexion que vous avez eue? Est-ce que vous avez rechallengé ce choix? Est-ce que pour l'instant, c'est juste que toi, tu pars du principe que quand même, en termes d'utilisation, ils sont devant et c'est pratique? Enfin, c'est quoi la grille de lecture là-dessus? C'est une bonne question. Alors nous, on est parti sur OpenAI. Bon, c'est vrai qu'ils ont été les premiers avec ChatGPT. Ensuite, ça a été intégré au sein de Azure OpenAI. En fait, nous, on passe pas par OpenAI directement, mais par Azure OpenAI. Donc, c'est via Microsoft, des instances, et qui offre en fait une solution enterprise où il y a plus de sécurité des données, donc ce qui est quand même assez important, donc parce qu'on a des clients avec des données confidentielles. Donc ça a un petit peu déjà influencé notre premier choix. Après, c'est vrai que c'est des questions qu'on continue à se poser. Et parfois, il y a Claude, ça y est, le contexte est beaucoup plus grand. Mistral, ça marche super bien. Alors, c'est vrai que pour le moment, ChatGPT, ça marche assez bien, ça répond bien à nos besoins. Donc, on reste ouvert à d'autres modèles, mais on n'a pas eu encore cette nécessité de changer. Mais voilà, c'est des questions qu'on continue à se poser. Et du coup, quel est le bilan, si tu dois en tirer un genre aujourd'hui, tu m'as dit que le projet était en production, donc live sur la plateforme. Mais est-ce que vous monitorez quand même l'usage? Est-ce que, je suppose que c'est ça, la métrique oui, voilà. Le bilan, c'est voir est-ce que c'est utilisé ou pas? Donc, on a nos métriques techniques, évidemment, et après, on a aussi des métriques plus business pour mesurer l'adoption de tout ça. Alors, pour le moment, c'était plutôt positif. Donc, par exemple, une métrique qu'on suit, c'est le pourcentage des cours créés sur la plateforme qui l'ont été grâce à une fonctionnalité d'IA générative ou d'IA. Et donc là, on approche les 10%, sachant que la fonctionnalité à partir du titre est disponible pour très peu d'entreprises, donc on espère augmenter, mais voilà, c'est un peu la métrique qu'on essaie de suivre. Et après, on continue à mener pas mal d'entretiens utilisateurs et ils sont plutôt satisfaits. C'est vrai que tu peux prendre un PDF de 50 pages, en faire un cours en quelques minutes, alors qu'avant, ça pouvait prendre plusieurs jours. Alors bien sûr, il y a encore peut-être des modifications à faire, mais globalement, j'ai l'impression que nos utilisateurs, nos équipes, nos experts sont plutôt contents. J'ai pas du benchmark, mais 10% pour une fonctionnalité qui reste récente, ça me paraît énorme. Si on se dit que potentiellement vous pouvez encore doubler ou aller la chercher, ça fait gagner énormément de temps à beaucoup de gens. Bah, c'est ce qu'on espère, voilà. On suivra ça. On nous donnera des news. Quelles sont les prochaines étapes chez 360 Learning, justement, sur ce sujet un peu Gen AI ou sur ce projet plus spécifiquement? Continuer à itérer donc sur les fonctionnalités qui existent, quand même s'assurer qu'elles marchent correctement. Ensuite, ce à quoi on est en train de penser, ce serait plus du côté apprenant. Là, c'est vrai qu'on était beaucoup du côté auteur. Donc, du côté apprenant, tu peux avoir toutes des mises en situation grâce à ChatGPT. Imagine que tu as un cours sur les techniques de vente. Comment ensuite on peut imaginer que tu es en face d'un prospect, d'un client et comment tu essaies de lui vendre. Et donc, ChatGPT peut permettre cette interactivité des questions-réponses qui peut être intéressante vraiment pour être plus appliquée. Après, il peut y avoir une forme de personnalisation aussi des formations, c'est-à-dire qu'on peut générer un quiz un peu grâce à l'intelligence artificielle et en fonction de tes réponses à ce quiz, en fait, savoir si tel ou tel cours tu peux ne pas le suivre. Par contre, vaut mieux se focaliser sur telle ou telle formation. Donc, essayer de personnaliser un peu les formations qu'on offre aux apprenants. Voilà, c'est des pistes, il y en a. Bah ouais, mais c'est riche déjà. Ouais. Bah écoute Marie, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? En général, je suis assez amatrice des podcasts, DataGen. Il y a aussi celui de ton collègue Marc, Data Driven 101. On a souvent des bons retours d'expérience et en termes de retours d'expérience, il y a aussi des meet-up.
Et je recommande Generative AI Paris, où il y a pas mal d'interventions très intéressantes en général et qui permettent d'avoir un aperçu de ce qui se fait dans l'écosystème pratiquement. Voilà. Qu'est-ce que tu aimes dans la data et l'IA ? Alors, je pense qu'il y a une alliance de pas mal de choses. D'abord, un peu de mathématiques, un peu de rigueur mathématique. Finalement, je suis un petit peu ingénieur. Et un peu de créativité, c'est-à-dire qu'on va essayer de combiner plein d'approches un peu astucieusement. Alors, comment je peux faire cet appel-là? Comment je peux changer ce paramètre-là pour que ça marche bien sans que ce soit trop compliqué, mais que ce soit quand même utile. Et voilà. Et finalement, je pense que je trouve le plus valorisant, c'est d'avoir une solution que les utilisateurs ensuite utilisent, où les retours sont positifs et nous disent ça nous aide. Voilà, l'impact que je peux essayer de tenter d'avoir, moi, je pense que c'est ce qui m'anime le plus. Parce que tu as beaucoup de projets dans la data et l'IA où tu es un petit peu plus en retrait et où tu vas augmenter des équipes business ou augmenter des performances business, tu vois, avec du forecast, avec des choses comme ça, enfin, où tu es moins dans une fonctionnalité utilisée par l'utilisateur. Ça, c'était important pour toi d'être plus proche de ça? C'est vrai que j'ai eu les deux. Quand j'étais chez Netflix, j'étais beaucoup moins produit, j'étais beaucoup plus business. Et là, c'est vrai que chez 360, je suis beaucoup plus produit, où ça s'intègre directement. Et c'était leur volonté initiale. C'est pour ça que le titre est plutôt Machine Learning Engineer plutôt que Data Scientist, qui peut avoir ce côté plus business. Les deux sont intéressants. Moi, j'aime bien le côté la engineer, où voilà, je touche vraiment au produit, je vois l'impact direct. Après, chez Netflix, je voyais aussi un impact, parce que tu as des équipes qui sont plus efficaces, la gestion de ton budget qui est plus efficace. Donc, les utilisateurs sont impactés indirectement, mais il y a toujours voilà, je le sentais aussi. Les deux sont intéressantes à avoir, je pense. Et qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Je dirais, c'est vraiment de mettre les mains dans le cambouis, de coder, parce qu'on peut lire plein d'articles. Ah bah voilà, RAG, ça marche comme ça, j'ai utilisé ça. Et c'est vraiment en l'implémentant qu'on se rend compte que ah bah oui, en fait, ça marche pas, ou bah ça marche, et essayer d'itérer à partir de ça. Ouais, je pense que coder ou réfléchir tout du moins au problème. Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Je pense que c'est un conseil un peu bateau, mais que j'essaie de me rappeler régulièrement, c'est sur l'importance de la communication, over-communicate comme on dit, que ça ait marché, que ça n'ait pas marché, ce que tu as tenté, ce qui a marché, voilà, c'est un petit peu communiquer sur tout ce que tu fais et ce que tu essaies de faire. Bah écoute Marie, on va finir là-dessus. Merci Robin. Ouais. D'être venu partager ton expérience et un peu de kick-off cette série sur les projets Gen AI. L'idée c'est d'en faire plus comme ça pour commencer à rentrer un peu dans le concret de ces projets. Je te dis à bientôt. À bientôt Robin, merci.